Bonjour à tous. Si vous vous intéressez un peu à la science, il est probable que vous sachiez vaguement comment fonctionne une centrale nucléaire. On fait en sorte de briser de l'uranium, ce qui produit de l'énergie et des neutrons, qui à leur tour vont briser de l'uranium, etc. dans une réaction en chaîne contrôlée. Mais l'uranium, ça s'extrait de mine. Donc vous êtes-vous déjà posé la question de savoir si cette réaction pouvait se faire naturellement? Eh bien non seulement c'était possible il y a 2 milliards d'années, mais c'est arrivé une fois à Oklo, au Gabon. Avant de parler d'Oclo, posons quelques bases pour mieux comprendre la suite. Qu'est-ce qu'un isotope et comment fonctionne une centrale nucléaire? Commençons par les isotopes. Si vous vous souvenez de vos cours de chimie, les atomes possèdent un noyau et le noyau est composé de protons et de neutrons. Chaque élément est caractérisé par le nombre de protons de son noyau. L'hydrogène possède un proton, le carbone 6, l'oxygène 8, l'uranium 92, etc. Le noyau contient aussi des neutrons. Pris ensemble, ces neutrons et protons, qu'on appelle des nucléons, déterminent la masse du noyau, et quasiment celle de l'atome entier. Ainsi, l'hydrogène n'a aucun neutron en général. Le carbone en possède habituellement 6, l'oxygène 8, l'uranium 146. Cependant, il existe des noyaux d'atomes qui possèdent le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent de la majorité de ses confrères. Le carbone 14, l'un des plus connus, possède toujours 6 protons, mais 8 neutrons. Il possède les mêmes propriétés chimiques que le carbone 14, mais est radioactif. Pour faire simple, le carbone 14 va émettre des rayonnements afin de pouvoir retrouver un état stable, en l'occurrence de l'azote 14. Ces atomes possédant un nombre de neutrons différents sont appelés des isotopes. L'uranium possède deux isotopes importants, l'uranium 238, le plus commun, et l'uranium 235, plus rare. Pour résumer, les isotopes sont des variations d'un élément qui possède un nombre de neutrons différents. Tous les isotopes de l'uranium sont radioactifs, et certains perdent non seulement des neutrons, mais aussi des protons. Ils deviennent autre chose que de l'uranium, par exemple le deutérium. La vitesse de désintégration est stable dans le temps et est identique partout sur Terre. Pour la mesurer, on utilise ce qu'on appelle la demi-vie, c'est-à-dire le temps que met un échantillon à perdre la moitié d'un élément instable. Par exemple, la demi-vie du carbone 14 est de 5730 ans. Grossièrement, si un échantillon possède 1 gramme de carbone 14, il n'en possédera plus que 1 demi-gramme au bout de 5730 ans, puis 1 quart de gramme au bout de 11 460 ans, puis 1 huitième de gramme au bout de 17 190 ans, etc. Petit aparté concernant le carbone 14, la proportion naturelle a été affectée par la révolution industrielle. Ça ne change pas sa demi-vie, mais le calibrage de la datation n'est plus valide pour tester des éléments datant de moins d'un demi-siècle en gros. La demi-vie de l'uranium 238 est d'environ 4,5 milliards d'années, alors que celle de l'uranium 235 tourne autour de 700 millions d'années. De plus, on connaît la chaîne de désintégration naturelle de l'uranium, qui finit par devenir du plomb. Ainsi, on sait que naturellement, la répartition des isotopes varie dans le temps, mais elle est identique partout à un moment donné, sauf modification locale. N'importe quel échantillon d'un élément contiendra la même proportion en isotopes n'importe où dans le monde. Et cette précision sur la variation des proportions isotopiques est importante pour la suite. Certains isotopes sont tellement instables qu'ils se désintègrent très rapidement ou se forment très difficilement. C'est sur ce principe que se basent les centrales nucléaires. On place de l'uranium, un mélange d'isotopes 235 et 238, dans un réacteur. On démarre la réaction en émettant des neutrons. Un neutron va alors entrer en collision avec de l'uranium 235 qui va devenir de l'uranium 236. Cet isotope 236 est instable et dans la majorité des cas, il va fissionner. C'est-à-dire que le noyau va se casser pour former des noyaux plus légers comme du barium, du strontium, du ruthénium, etc. ainsi que d'autres neutrons. Ces neutrons vont à leur tour aller frapper un autre noyau d'uranium 235 qui va fissionner, etc., etc., etc. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Chaque fission émet de l'énergie et c'est cette énergie qui est captée sous forme de chaleur dans les centrales. L'uranium 238 n'est pas fissible par cette méthode. Il nécessite des neutrons avec beaucoup plus d'énergie. On comprend vite que la concentration en uranium 235 est la clé de la réaction. Trop faible et la réaction ne peut pas se propager. Trop élevée et la réaction s'emballe comme dans une bombe A. Dans les centrales, on utilise un combustible contenant 3 à 4% d'isotope 235, contre 90 à 95% pour la bombe. Dans la nature, on est aux alentours de 0,72%, mais on y reviendra. Une fois tout ça posé, on peut enfin s'intéresser à ce fameux site d'Oklo. Après la Seconde Guerre mondiale, l'industrie nucléaire prend son envol et on envisage une utilisation civile. Les premières centrales ouvrent au milieu des années 50 en URSS, aux USA, au Royaume-Uni et en France, avec la construction de la centrale de Chinon en 1957. Il faut donc assurer l'approvisionnement en uranium et la France prospecte dans ses colonies. En 1956, près de Franceville, la troisième ville du Gabon, est découvert un site prometteur, Oklo.
On décide d'y installer une mine et à l'indépendance en 1960, le site est confié au Comité de l'énergie atomique français, puis à la COGEMA qui deviendra Areva, le tout en échange d'un partage des bénéfices avec le Gabon. Petit partage. Faut pas non plus exagérer. En 1972, le physicien nucléaire Francis Perrin est chargé d'effectuer une analyse de routine sur de l'hexafluorure d'uranium en provenance de la mine. Il remarque un léger déficit en uranium-235. Alors que la proportion normale est de 0,72-0,2%, il découvre 0,71-71%. Comme je l'ai dit, la proportion est censée être la même partout dans le monde, il y a donc un problème. Il teste alors un autre échantillon et trouve 0,6%. On reteste des échantillons de partout dans le monde et on trouve toujours 0,72-0,2%, sauf dans les environs d'Oclo où certains échantillons affichent même entre 0,29 et 0,44%. C'est extrêmement surprenant, on émet des hypothèses et certains veulent même remettre en cause la théorie de la désintégration nucléaire. Jusqu'à ce qu'on se rappelle une idée émise en 1956 par le physicien nippo-américain Paul Kuroda. Selon ce chercheur, il aurait pu exister dans le passé des réacteurs nucléaires naturels. En effet, comme je l'ai dit précédemment, les éléments instables se désintègrent en d'autres éléments plus ou moins rapidement. La demi-vie de l'uranium-235 étant plus faible que celui de l'uranium-238, la proportion de 235 baisse dans le temps. Il y a environ 2 milliards d'années, cette proportion était de 3,813%, bien supérieure au 0,72% actuel. Cette proportion est d'ailleurs celle de l'uranium enrichi actuellement utilisé dans les centrales nucléaires. Par conséquent, des dépôts d'uranium, sous certaines conditions précises, auraient pu enclencher une réaction en chaîne contrôlée sur une période relativement longue, devenant un réacteur nucléaire. Et la première trace de ces réactions en chaîne aurait été une proportion d'uranium-235 plus basse, vu qu'une partie aurait été consommée. Mais ce n'est pas la seule preuve d'une telle réaction. En effet, les réactions nucléaires produisent des résidus de fission, des éléments plus ou moins stables, qui modifient les proportions isotopiques naturelles. Prenons par exemple le néodyme, un métal utilisé pour produire des aimants puissants. À l'état naturel, le néodyme est composé entre autres de 27% d'isotope 142, 12% d'isotope 143 et 8% d'isotope 145. Mais dans les échantillons prélevés à Oclo, ces proportions sont de 6% de 142, 28% de 143 et 19% de 145. Des proportions identiques à celles résultant des réactions nucléaires issues de l'uranium-235. Le même phénomène se retrouve pour le ruthénium et d'autres éléments. D'après les études géologiques, 16 sites à Oklo et un site à Bangombe, à 30 km de là, présentent ces disproportions. En tout, on estime qu'environ 500 tonnes de minerais d'uranium ont participé aux réactions, dont 6 tonnes d'uranium-235, dégageant au total 100 milliards de kilowattheures. On est donc clairement en présence d'un réacteur nucléaire naturel qui n'est plus en fonctionnement. En analysant les isotopes et les différentes couches géologiques, on estime que les réactions ont commencé il y a 1,95 milliard d'années et ont duré quelques centaines de milliers d'années. Mais avant de voir comment il fonctionnait, il faut comprendre comment il s'est formé. Revenons il y a 3,5 milliards d'années. La Terre est assez jeune. De grandes pluies ont lessivé les roches à nu et ont déversé de grandes quantités de particules métalliques dans l'océan, notamment du fer et du nickel, mais aussi de l'uranium. Et la vie, de son côté, apparaît. Les premières formes de vie sont anaérobies, elles ne consomment pas d'oxygène. Au contraire, elles en produisent et l'éjectent comme un déchet. Cet oxygène va alors se combiner avec les métaux pour former des oxydes métalliques solubles dans l'eau. Par endroits, ces oxydes arrivent à saturation et de gigantesques dépôts se forment au fond des océans, comme les dépôts d'Oclo. Il y a 2,5 milliards d'années, la quantité d'oxygène dissous dans l'océan est telle qu'il n'y a plus assez de métaux pour tout absorber. Cet oxygène libre est un poison pour la vie anaérobie qui finira par subir une grande extinction. Même l'océan ne peut plus absorber tout cet oxygène qui finira par être émis dans l'atmosphère durant ce qu'on appelle la grande oxygénation ou la grande oxydation. Une vie aérobie consommant cet oxygène se développe alors à vitesse grand V. D'ailleurs, le site d'Oclo est très particulier, car dans la même couche géologique, à quelques kilomètres de là, on a découvert un prodigieux gisement de fossiles. Le groupe fossile de Franceville, aussi appelé Gabonianta, est un ensemble de 250 fossiles découverts par une équipe internationale menée par le français Abderrazak El Albani en 2008. Ces fossiles datent d'il y a 2,1 milliards d'années, soit une centaine de millions d'années avant le réacteur nucléaire d'Oclo, et représentent la première forme de vie multicellulaire complexe connue. Imaginez, des organismes faisant jusqu'à 17 cm de long, possédant une structure tridimensionnelle ressemblant à des jupes plissées, et ce 1,5 milliard d'années avant l'Édiacarien, la période où l'on pensait que la vie multicellulaire aussi complexe était apparue. Si ces gabionontes sont bien des formes de vie complexes, ce dont certains débattent, ils n'ont laissé aucun descendant et ont disparu rapidement. Y a-t-il un lien entre ces formes de vie et le réacteur d'Oclo? Probablement pas. En tout cas, rien n'a été prouvé jusqu'à maintenant que ce soit dans un sens ou dans un autre. Mais je voulais le préciser. Nous voilà donc il y a 1,95 milliard d'années. Le dépôt d'Oclo est formé de minerais riches en uranium-235,
environ 3,66% du total, proche de celui de nos centrales nucléaires actuelles. C'est le cas de tous les dépôts d'uranium du monde et aucune réaction en chaîne ne se déclenche chez eux. Mais un événement va se produire à haut clos. Le dépôt est inondé par l'eau. Des poches d'eau se forment au cœur du minerai. Et cette eau est capitale. En effet, je n'ai pas parlé d'un élément indispensable au réacteur nucléaire, la modération. Lorsqu'un atome se désintègre, comme c'est le cas naturellement, il émet en général un neutron rapide, c'est-à-dire un neutron à haute énergie qui se déplace à grande vitesse comme son nom l'indique. Il est donc difficile à capter par le noyau d'uranium-235 et donc empêche une véritable réaction en chaîne. Les atomes d'hydrogène de l'eau vont interagir avec ces neutrons pour les ralentir, ce qui va permettre à l'uranium-235 de les capter plus facilement. Dans les centrales nucléaires, on retrouve de l'eau, souvent enrichie en bore et d'autres éléments, et parfois du carbone sous forme de barres de graphite, qui vont même absorber une partie des neutrons pour éviter l'emballement. Avec ces neutrons lents, la probabilité de fission est donc augmentée. La fission va alors émettre à son tour des neutrons rapides, qui vont être modérés par l'eau pour permettre à d'autres atomes de fissionner et ainsi de suite, déclenchant une réaction en chaîne. Cette réaction va s'emballer, augmentant la température à plusieurs centaines de degrés. L'eau se met alors à s'évaporer, la quantité d'hydrogène modérateur baisse et ne peut plus ralentir suffisamment les neutrons. La réaction en chaîne finit par s'arrêter. La température diminue alors et l'eau finit par se condenser et revenir. La réaction en chaîne se réenclenche alors et ainsi de suite. Chaque zone active mesurait quelques centimètres et opérait jusqu'à ce que le minerai devienne trop pauvre en uranium-235, ou que l'eau finisse par trouver un chemin vers un autre endroit. En mesurant les proportions isotopiques du xénon, les chercheurs ont estimé que chaque cycle durait 3 heures. 30 minutes de réaction en chaîne, suivies de 2h30 de refroidissement, et ce durant une période allant de 150 000 à 800 000 ans. On estime la puissance de ce réacteur naturel à environ 100 kW, loin de nos réacteurs modernes qui approchent le gigawatt, mais ça reste appréciable. Et le plus surprenant, c'est que tous les déchets radioactifs sont restés sur place. À l'exception des déchets gazeux dont une partie a fini par s'échapper, tous les éléments ont été retrouvés dans les proportions attendues par une telle réaction. 5,4 tonnes de résidus de fission, dont 1,5 tonne de plutonium, ont été produits. La configuration géologique du dépôt est particulièrement intéressante. Située dans une zone tectonique stable, elle a subi peu de déformations. Tout autour, une couche de matière organique riche en ions fer 2 et 3 crée une zone tampon d'oxydoréduction qui empêche la migration de certains éléments chimiques, et on a mesuré que les éléments radioactifs résiduels ne se sont déplacés que de quelques centimètres durant ces 2 milliards d'années. Ce dépôt est donc particulièrement scruté pour les études sur le stockage à long terme des déchets radioactifs de nos centrales nucléaires. Même si appliquer ce modèle naturel à l'échelle de notre production industrielle est particulièrement délicat. Autre enseignement tiré de ce réacteur naturel, les lois physiques liées à la désintégration nucléaire étaient les mêmes il y a 2 milliards d'années. En effet, les proportions d'isotopes détectés collent parfaitement à la modélisation de réactions nucléaires à base d'uranium-235 ayant eu lieu il y a 1,95 milliard d'années, date confirmée par d'autres éléments géologiques non liés à des réactions nucléaires. Cette constatation a permis d'une part de valider encore plus les méthodes de datation isotopique comme celle au carbone 14, et d'autre part de confirmer la stabilité temporelle de la constante de structure fine. Cette constante est associée à l'interaction électromagnétique et est liée à la vitesse de la lumière, la constante de Planck, la charge élémentaire de l'électron et la permittivité du vide. Donc qu'elle soit réellement constante dans le temps appuie un peu plus l'hypothèse de la constance des lois de la physique. Mine de rien, cette hypothèse, selon laquelle les lois de la physique sont les mêmes depuis les débuts de l'univers, que les constantes sont vraiment constantes, bref que nos théories tiennent debout, c'est quand même une brique fondamentale de nos connaissances. Et l'avoir ainsi confirmée, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a donc découvert un réacteur nucléaire naturel vieux de 2 milliards d'années. Mais y en a-t-il eu d'autres? En théorie, même si les conditions du site d'Oclos sont exceptionnelles, rien n'exclut qu'il n'y en a pas eu d'autres. Plusieurs pistes semblent indiquer que le Brésil puisse en abriter. En effet, à l'époque du réacteur, le site d'Oclos se situait près de l'Amazonie, au sein du supercontinent de l'époque, Nuna. Des bassins géologiques équivalents, avec une zone lacustre propice à la formation de dépôts d'uranium, ont existé à l'époque. De même, des mines du plateau du Colorado aux États-Unis semblent indiquer une proportion d'uranium-235 un peu plus faible que la normale, indiquant un possible réacteur naturel, mais cela n'a pas encore été confirmé. Évidemment, d'autres réacteurs naturels ont pu se mettre en marche, et même exploser et diffuser des déchets partout dans la nature. Mais la tectonique des plaques a eu le temps de largement effacer les traces directes. Cependant, l'absence de traces indirectes dans les strates géologiques de tels événements laisse penser que de tels réacteurs furent plutôt rares. Enfin, rien n'exclut non plus l'existence de tels réacteurs sur d'autres planètes, en particulier sur Mars, où l'eau a circulé il y a quelques milliards d'années. Quant à l'existence de réacteurs naturels aujourd'hui, c'est impossible. La proportion d'uranium-235 est trop faible, d'où la nécessité de l'enrichir industriellement. Quant aux déchets, ce sont des déchets de réaction, ils n'ont plus vocation à réagir. Et on est censé les stocker de manière à séparer les candidats à la réaction. Mais comme je l'ai dit, cet ancien réacteur naturel, en plus d'être surprenant, est une mine d'informations pour la gestion de ces déchets. Non seulement comme possible solution,
mais surtout pour prendre conscience du caractère exceptionnel de ce site. Aucun autre gisement connu d'uranium n'a déclenché de réaction à cette échelle, et encore moins stocké ses déchets. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter, de Facebooker, de tweeter, et abonnez-vous.